Et si un astéroïde, assez gros pour tous nous tuer, se dirigeait droit sur nous? Comment on ferait pour se défendre? 1994. L'être humain, bien au chaud sur la planète Terre, assiste à un événement spectaculaire, rarissime et terrifiant à presque 800 millions de kilomètres. Une comète vient de percuter la planète Jupiter. Elle s'appelle Shoemaker-Levy 9 et c'est la première fois que l'être humain observe une telle collision entre des objets stellaires. La comète est fragmentée et s'abat sur la planète dans un bombardement qui dure toute une semaine. When we saw these massive dark splotches that I knew were bigger than the Earth, I was shocked. Cosmic impacts are not science fiction. They're real and they are happening right now. Pourtant l'espace c'est grand, c'est très grand, c'est assez grand pour que je monte dans un vaisseau, que je file tout droit jusqu'aux confins de la galaxie et que je ne m'inquiète jamais de rencontrer un objet plus gros qu'un gravillon. Mais les collisions dans l'espace ça arrive quand même, c'est arrivé aux voisins, ça nous est arrivé à nous et ça nous arrivera à nouveau. Et pour se protéger, il y a une solution qui a un nom très sexy, un peu américain, la défense planétaire. On va parler d'astéroïdes qui explosent, de déviations à coups de laser et de dinosaures. But we don't want to be like the dinosaurs. We want to know if something's coming and prevent it from hitting the Earth. And that is planetary defense. Chaque fois que vous voyez une étoile filante et que vous faites votre petit vœu très pipou, ce que vous avez devant les yeux, c'est une météorite qui se désintègre entièrement dans l'atmosphère terrestre. Donc, des météores sur Terre, il en tombe tous les jours. Très rarement des gros, c'est vrai, mais très souvent des petits. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le plan d'opération de la défense planétaire, savoir les astéroïdes qui sont au-dessus de nos têtes, s'ils sont dangereux ou pas, s'ils vont nous tomber dessus. Promis, on va y venir juste après, mais avant, on a juste besoin de faire un petit peu d'histoire. Le plus connu des astéroïdes, c'est sûrement lui. On l'appelle Chicxulub, et c'est celui qui a quasiment entièrement anéanti les dinosaures et les autres espèces vivantes il y a 66 millions d'années. À l'heure actuelle, on ne connaît pas exactement la fiche technique de cet astéroïde. On sait qu'il est arrivé à 20 km par seconde environ, et on estime sa taille à 10 km, au bas mot. Et un astéroïde de cette taille-là, avec cette vitesse-là, ça dégage une énergie des dizaines, voire des centaines de milliards de fois plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima. La collision dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, réduit tout en cendres à la surface de la Terre, cause des tsunamis de plusieurs centaines de mètres de haut, des séismes, des pluies de feu et d'acide. L'astéroïde, vaporisé par la puissance de l'impact, envoie des fragments dans l'atmosphère qui retombent à pleine vitesse, créant à leur tour des explosions. Et c'est pas fini. L'impact soulève un nuage de débris et de poussière qui bloque la lumière du Soleil et enferme la planète Terre dans une ère glaciaire meurtrière de plus de 15 ans. Plus de 60% des espèces vivantes à ce moment-là disparaissent, dont la totalité des dinosaures non aviens. Les dinosaures aviens, ancêtres des oiseaux, eux, survivent. Les crocodiles, lézards, grenouilles, tortues aussi. Et avec eux, des espèces de petits mammifères tiennent le coup et profitent des niches écologiques laissées par les dinosaures après leur mort. That's called biosphere disruption. And that's what we worry about for these large events. And we don't want that to happen. Et c'est pas la seule grosse météorite qui se soit écrasée sur Terre. Le site Impact Earth Database, projet de la faculté canadienne Western Science, recense plus de 190 cratères d'impact sur la surface de la Terre. Il y en a même un en France, dans le Limousin, l'astroblème de Rochechouart-Chassenon, qui date de plus de 200 millions d'années, 3 fois plus vieux que la météorite de Chicxulub et qui a tout rasé à 100 km à la ronde. Oui, mais ça c'est vieux, ça compte pas, c'était il y a hyper longtemps, tu vas pas nous raconter le Big Bang non plus, t'as pas des trucs plus récents. Si, c'est pas la même ampleur, ok, mais on a des exemples qui sont relativement récents. Les chutes d'astéroïdes sur Terre, ça relève pas du passé ou de la science-fiction. Il y a un peu plus de 100 ans, en 1908, un astéroïde entre dans l'atmosphère terrestre, provoquant une explosion dans le ciel sibérien à Tunguska, quelques kilomètres au-dessus du sol. La déflagration rase la forêt dans un rayon de 20 km et provoque des dégâts sur 100 km. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais plusieurs études suggèrent qu'1 à 3 personnes seraient mortes dans l'explosion de l'astéroïde. 3 personnes et des rennes. Un siècle plus tard, et pas très loin de là d'ailleurs, un autre météore fonce droit sur la Terre. On est en 2013, à Tcheliabinsk, en Sibérie, en Russie. Et voici le coupable de cette jolie mais dangereuse explosion qui a indirectement blessé environ 1400 personnes. Il fait 20 mètres de diamètre, 14 000 tonnes, et entre dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de 20 km par seconde.
La couche extérieure du météore, qui frotte avec l'atmosphère à une vitesse pareille, c'est ça qui crée le flash lumineux et le transforme en boule de feu. Quelques instants après, les forces exercées sur le météore deviennent trop grandes pour lui. Il explose à 20 km d'altitude, libérant une onde de choc. Intrigués par ce spectacle rare et beau, les gens lèvent les yeux au ciel, s'approchent de leurs fenêtres pour observer le météore brillant et la trace qu'il laisse derrière lui, sans se douter que ce qui est dangereux, c'est l'onde de choc et qu'elle est en chemin. Dans un rayon de plus de 10 km, des milliers de vitres et fenêtres explosent. En tout, environ 1500 personnes sont blessées selon les autorités russes, principalement à cause des débris de verre. Bon, ça c'était un exemple précis et récent, mais c'était pour vous montrer que des astéroïdes qui tombent sur Terre, ça arrive régulièrement en fait. Regardez. Sur cette carte, chaque point est un des bolides recensés entre 1988 et aujourd'hui. Un bolide, c'est le nom que l'on donne à un météore qui va super vite et qui s'enflamme dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on appelle bolide une voiture qui va vite. Genre Flash McQueen. Ciao. Ça fait beaucoup d'astéroïdes, hein. On voit Tcheliabinsk, qui est juste là, le plus gros, et on voit aussi que le 22 octobre dernier, un météore a fait une petite explosion juste là, au-dessus de l'eau. Voilà, il n'y avait personne, mais... Donc, ce qu'elle est en train de nous dire, cette carte, c'est qu'on se fait régulièrement bombarder par des tonnes et des tonnes de météores et d'astéroïdes. Ok, super, mais ces gros cailloux là, qui pourraient un jour nous tomber dessus, ils viennent forcément de quelque part, non? Oui. Ça, c'est une carte du système solaire. Les astéroïdes ne sont pas apparus comme par magie. Ce sont des restes de la formation de notre système à l'époque où les objets s'entrechoquaient les uns avec les autres, se fragmentant au fil du temps. On peut, en gros, placer les astéroïdes dans 4 zones. La première, c'est la ceinture de Kuiper, loin aux confins du système solaire, au-delà de la planète Neptune. J'avoue, cela c'est intéressant, mais pour notre sujet, on s'en fiche un peu. Ils sont loin, ils sont stables, et ils risquent pas de venir nous embêter. Il y a ensuite les astéroïdes que l'on appelle troyens. Ils sont là et là, dans ces 2 zones. A priori, c'est pas eux qui vont nous tomber dessus, donc ceux-là, ils nous inquiètent pas trop, mais ils sont étudiés pour une autre raison. Ils sont là-bas, stables, depuis la formation du système solaire. C'est un peu des fossiles, des témoins, genre les papis et mamies du système solaire, qui pourraient nous permettre de comprendre plein de choses. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a la sonde spatiale Lucy de la NASA qui est partie à leur rencontre pour les étudier pour la première fois. La troisième zone, c'est la plus connue. La ceinture principale d'astéroïdes. Un disque d'astéroïdes en orbite entre Mars et Jupiter. La NASA estime qu'il s'y trouve plusieurs millions de petits astéroïdes et entre 1 et 2 millions de plus d'1 kilomètre de diamètre. C'est assez gros pour avoir des conséquences sur la planète entière. Puis, il y a le 4e endroit. C'est en gros tous les astéroïdes dont la rencontre avec d'autres planètes a changé leur trajectoire, les amenant in fine proche de chez nous, la Terre. On les appelle les astéroïdes géocroiseurs. Géo la Terre, croiseur qui croise, géocroiseur qui croise la Terre. Ça va ? Oui, là comme ça c'est un peu impressionnant, on dirait qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vous lâche une info pour vous rassurer. On dirait que c'est hyper ramassé, tout serré. On pense à Star Wars, au slalom en vaisseau entre les cailloux et à cette attraction de Disneyland qui est super chouette, mais en fait pas du tout. L'espace c'est absurdement immense, et ils sont très loin les uns des autres. La vie d'un astéroïde, c'est infiniment triste. Et ces astéroïdes géocroiseurs, les scientifiques gardent un œil très attentif dessus. Pourquoi ? Parce que la première étape pour se défendre face à un danger, c'est de le connaître. Donc la priorité de la défense planétaire, c'est de repérer les astéroïdes et de les surveiller. Voici le CNEOS, ou le CNEOS, ou le CNEOS, je sais pas trop, mais c'est pour Center for Near Earth Object Studies, un centre de la NASA qui étudie la trajectoire des objets géocroiseurs. On se rappelle, Géo la Terre, croiseur qui croise la Terre. Le CNEOS opère en soutien d'un programme de coordination fondé en 2016 et qui est très américain, le Planetary Defense Coordination Office, here to save the day. Pour repérer des astéroïdes et pour pouvoir calculer leur trajectoire, la stratégie de base est simple. Aux 4 coins du monde, différentes agences, observatoires et même des amateurs gardent un œil sur l'espace. Le travail que font tous ces télescopes, c'est prendre le même endroit en photo plusieurs fois à différents moments. Si quelque chose a bougé d'une photo à l'autre, c'est potentiellement un astéroïde. Les infos sont envoyées ensuite au Minor Planet Center, une base de données qui regroupe les coordonnées des petits objets, astéroïdes, comètes, etc. dans notre système solaire. Si l'astéroïde est déjà connu, le centre dit simplement « on le connaît déjà lui, mais merci, c'est gentil, bien essayé ». Et s'il n'est pas connu, c'est une découverte. Et on en découvre de plus en plus. On en connaissait 1 millier dans les années 2000, environ 10 000 en 2013 au moment de Tcheliabinsk et environ 40 000 aujourd'hui.
Et ces 40 000 astéroïdes, ils sont surveillés en continu. Parce que savoir qu'il y a des astéroïdes, ok, super, génial, mais il faut savoir s'ils vont nous tomber sur la tronche et donc savoir où ils vont. Et ça, c'est dans nos cordes. We're really good at figuring out trajectories in space. We observe an object multiple times. As soon as you start to get 4, 5, 6, 7, 8 measurements of this object over time, you can do a pretty good job figuring out its orbit. As long as we can get the observations, we can make the predictions. Maintenant, si on remarque qu'il passe loin de la Terre, tranquille, il passe en priorité basse. On continue de surveiller, mais voilà. En revanche, s'il passe près de la Terre, il passe dans une autre catégorie, les PHAs, Potentially Hazardous Asteroids. Sur les 40 000 objets géocroiseurs, ça représente un peu moins de 10%. Pour être considéré comme potentiellement dangereux, un astéroïde doit remplir 2 critères. Désolé pour les astronomes qui regardent et qui auront envie de m'étriper, mais pour que tout le monde comprenne, je vais faire des raccourcis. Un astéroïde potentiellement dangereux, donc, c'est un astéroïde qui approche la Terre à moins de 7,5 millions de kilomètres et qui fait plus de 140 mètres de diamètre. Et y a-t-il, parmi ces objets potentiellement dangereux, des astéroïdes qui menacent vraiment de nous tomber sur la tête ? À l'heure actuelle, non. Voilà, vous êtes à la fois rassurés et déçus, c'est normal, mais la vérité c'est que ce risque quasi nul, on s'en fiche, parce que ça veut pas dire que ça n'arrivera pas plus tard. Le but de la défense planétaire, c'est de dire c'est assez peu probable pour que vous ayez à vous inquiéter, mais c'est assez probable pour que des scientifiques se mettent à travailler dessus, aux 4 coins du monde, pour le jour où ça arrivera. On connaît environ 95% des astéroïdes de plus d'1 kilomètre et aucun d'eux n'est une menace. En revanche, on connaît à peine la moitié de ceux qui font plus de 140 mètres. C'est assez gros pour raser une ville. Le problème, c'est que c'est très difficile de trouver un astéroïde dans l'espace. C'est comme trouver un simple grain de sable en plein milieu de l'océan. Chelyabinsk, dont on a parlé tout à l'heure, personne l'avait vu venir, il est arrivé comme un fourbe. Justement parce qu'il est petit, mais aussi parce qu'il arrivait dans un axe Terre-Soleil à contre-jour, quoi. Et parce que c'était il y a 10 ans et que les scientifiques étaient moins rompus à l'exercice de surveillance des astéroïdes. Pour améliorer le repérage des objets géocroiseurs, la NASA veut par exemple lancer le NEO Surveyor, un télescope spatial infrarouge à partir de 2029. Le but, c'est de pouvoir scanner l'espace de manière bien plus précise et donc d'établir un inventaire complet de tous les astéroïdes qui pourraient causer des dégâts. Ce télescope sera efficace car il pourra en gros voir dans les angles morts sans être gêné par le soleil et il pourra surtout voir dans l'infrarouge. Ça veut dire qu'il sera capable de repérer les astéroïdes grâce à la chaleur qu'ils émettent étant chauffés par le soleil. Mais admettons que Surveyor repère un astéroïde qui menace d'arriver sur Terre dans 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour se défendre? On dit non, non astéroïde. Là, on entre dans la partie que j'aime beaucoup, les techniques éventuelles pour dévier un astéroïde qui nous arrive droit sur la tronche. Voilà, n'hésitez pas à me dire la technique que vous préférez, moi je sais. On va écarter tout de suite les scénarios un peu... voilà, sinon c'est trop facile, on appelle Saitama, Bruce Willis pour qu'il nous refasse une Armageddon, ou alors on appelle Young Chapeau de paille, voilà. Je suis désolé d'annoncer que t'es mort dans la TGT. Je suis pas visé, je pense à faute, tu rateras les lancers. Dans tous les cas, les méthodes tournent autour d'un principe de base. On ne peut pas renvoyer un astéroïde qui arrive d'où il vient, c'est pas possible. On ne peut pas non plus le faire disparaître complètement. En revanche, on peut le dévier, modifier sa trajectoire pour qu'elle ne rencontre plus la nôtre. Mais ça, il faut le faire le plus tôt possible. Plus on dévie tôt, plus on dévie fort. DART, Double Asteroid Redirection Test, et fléchette aussi, DART en anglais. Novembre 2021. La NASA lance cette mission dont l'objectif est hyper simple, parvenir à altérer volontairement la trajectoire d'un objet céleste pour la première fois de l'histoire. Comment ils comptent faire ça? En envoyant 7 engins foncer dans 7 astéroïdes, Dimorphos, situé à 11 millions de kilomètres de la Terre et qui fait 177 mètres de diamètre. Le pauvre astéroïde n'a rien demandé, il n'est même pas une menace pour la Terre, mais il a quelque chose de très pratique pour étudier la déviation d'astéroïdes. Il est lui-même en orbite autour d'un autre gros caillou, Didymos. Alors, observer d'éventuels changements sur une petite orbite devient beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Presque un an plus tard, la sonde DART atteint sa cible. Elle la percute de plein fouet à 22 000 km/h. Tout le monde saute de joie, puis poireaute pour les résultats, et un mois plus tard... So today, NASA confirms that DART successfully changed the targeted asteroid's trajectory. Plusieurs mois plus tard, une série de 5 articles paraissent dans la revue Nature. On y apprend notamment qu'en réalité, la déviation de l'astéroïde a été plus efficace que prévu. Et voilà comment ils s'en sont rendus compte.
Dimorphos prenait 11 heures et 45 minutes pour faire le tour de Didymos. Ils s'attendaient à un changement de 7 minutes environ. Mais après l'impact, ils ont remarqué que la période s'était réduite de 33 minutes. Dimorphos s'est rapproché de son voisin, et plus que prévu. Deuxième surprise, l'impact a éjecté 1000 tonnes de matière de l'astéroïde. Et la projection de matière a agi comme une petite explosion qui a poussé l'astéroïde dans l'autre sens. Selon la NASA, elle aurait même davantage participé à dévier l'astéroïde que l'impact en lui-même. Début octobre 2024, 2 ans après l'impact, la sonde Hera a décollé pour aller étudier plus précisément les conséquences de la rencontre entre DART et Dimorphos. All of us have a responsibility to protect our home planet. After all, it's the only one we have. I believe that NASA has proven that we are serious as a defender of the planet. Défenseur de la planète. Oui, bon, peut-être un jour, mais en attendant, la technique a 2 défauts. Elle fonctionne seulement si on s'y prend très tôt et sur des astéroïdes de taille moyenne et petite. Deuxième méthode est personnellement ma préférée, le tracteur gravitationnel. En gros, le but, c'est d'envoyer un vaisseau qui se déplacerait à côté de l'astéroïde à dévier pour que l'attraction gravitationnelle du vaisseau, bien qu'elle soit faible, décale petit à petit l'objet de sa trajectoire. Voilà, c'est tout, j'adore, c'est malin, c'est pacifique. Le seul problème, c'est que là aussi, il faudrait s'y prendre très tôt, et là non plus, ça ne fonctionnerait pas sur les gros astéroïdes. Autre méthode, un peu stylée, je vous l'accorde, l'ablation laser. Ici, l'objectif, c'est de chauffer au laser la surface d'un astéroïde pour vaporiser les éléments présents à la surface, les passer de l'état solide à l'état gazeux. Un peu comme pour la mission DART, la matière éjectée agit alors comme un petit moteur à la surface de l'astéroïde, ce qui va le décaler de sa trajectoire. Le défaut de cette technique, c'est qu'il faudrait énormément d'argent pour construire quelque chose qui demande énormément d'énergie. Pour le moment, c'est simple, c'est complètement hors de notre portée. Je viens de parler de laser et j'ai toujours pas parlé de ce que vous attendez patiemment depuis le début, la déviation par explosion nucléaire. On y va. Évidemment, le scénario de l'explosion nucléaire fait penser au film Armageddon, dans lequel Bruce Willis fait péter un astéroïde de 1000 km de diamètre. Petit rappel, je me permets, celui qui a éradiqué les dinosaures en faisait 10. On a dit tout à l'heure que l'option Bruce Willis, qu'on peut aussi appeler la solution américaine, on laissait tomber. Parce qu'exploser en deux un astéroïde de 1000 km de diamètre avec une arme nucléaire, ça fait juste 2 astéroïdes radioactifs de 500 km de diamètre. Reste alors une autre option, toujours une explosion nucléaire, mais à côté de l'astéroïde. C'est plus réaliste, mais ce serait exclusivement utilisé en cas d'extrême urgence, en tout dernier recours, si rien d'autre n'a fonctionné. En vrai, c'est un peu une version géante et très bourrine de l'option laser qu'on a vue tout à l'heure. Des chercheurs ont publié une étude dans la revue Nature Physics. Ils ont utilisé la Machine Z, le plus grand générateur de rayons X au monde. Ils ont simulé le champ de rayons X provoqué par une explosion nucléaire. En théorie, ça libérerait assez de matière pour tout cramer, créer une éjection de matière énorme qui agirait comme un propulseur naturel à la surface de l'astéroïde, le déviant de sa trajectoire et sauvant ma famille, mes amis, mon chat et ma figurine Arcana. Le principal défaut de cette technique, c'est qu'elle est imprévisible. Et on pourrait même pas essayer, parce que le traité de l'espace, ratifié en 1967, interdit de placer ou de stocker toute arme nucléaire dans l'espace. Et voilà, maintenant vous avez de quoi choisir votre technique préférée. Sachant qu'en plus de tout ça, les agences et les scientifiques se réunissent régulièrement pour faire des exercices de gestion de crise. En gros, ils prennent un scénario, une situation initiale, et les participants doivent réfléchir à comment réagir, y compris vis-à-vis de 2 derniers aspects dont je voulais vous parler, la coopération et les civils. Oui, je sais, c'est un peu moins sexy que le reste, il n'y a pas de laser, il n'y a pas d'explosion nucléaire, mais dans une situation pareille, il faudra être préparé à se coordonner avec des agences, institutions, gouvernements aux 4 coins du monde. Et il faudra aussi savoir comment gérer les civils, comment les prévenir, comment évacuer si besoin, et donc comment gérer les populations déplacées. It's sort of a threefold approach. Find them, figure out how to avoid a collision, and if a collision is unavoidable, how do we best protect people and property from a potential collision? L'Agence spatiale européenne a même comparé un de ces scénarios aux leçons tirées de la crise du Covid. En gros, on a appris un truc. Se préparer à quelque chose quand on l'a sous le nez, c'est trop tard. Et voilà, a priori, avec tout ça, on est plutôt safe. Même si je tiens quand même à vous rappeler que normalement, il y a très peu de chances qu'on voit la défense planétaire en action de notre vivant. Et c'est une bonne nouvelle. These cosmic collisions, they don't happen every day. They may not happen every 100 years or every 500 years. But if it's something that we can prevent, we should do that. We want to help save humanity.
Alors, la prochaine fois que vous verrez une étoile filante, vous penserez à cette vidéo et aux dinosaures. Vous penserez au fait qu'au même moment, un peu partout dans le monde, des scientifiques réfléchissent à comment faire pour qu'elle ne vous tombe pas sur la tête et reste pour toujours rien qu'un joli spectacle.